Un mariage, des fiançailles, un mariage, une naissance, un baptême, un nouvel emploi, une promotion. Tous ces exemples, pris individuellement ou ensemble, est la représentation de la réussite, pour certains ou pour plusieurs d'entre nous. La persévérance, le don de soi, la confiance en soi, la foi ou tout simplement être guinéen est pour certains ou pour plusieurs d'entre nous la définition de la résilience. Aujourd'hui, je vais partager avec vous mon histoire de résilience qui m'a permis d'obtenir la clé de ma réussite. Je vais vous lire la définition de la résilience en psychologie qui va pouvoir nous aider à passer au travers de mon histoire. En psychologie, la résilience est la capacité d'une personne à surmonter des traumatismes, des épreuves ou des difficultés, tout en retrouvant un équilibre émotionnel et psychologique. Elle implique des mécanismes d'adaptation et de reconstruction. Donc on retient traumatisme, épreuve difficile, mécanisme d'adaptation et de reconstruction. Paris, août 1993. Nous sommes en vacances de famille, vacances d'été, et je viens à peine d'avoir 5 ans. Mon père est censé venir nous rejoindre pour finir les vacances avec nous. Le 15 août, le téléphone sonne, et c'est moi qui réponds. Il me demande de lui passer ma mère et lui confirme qu'il va bel et bien prendre son vol demain et venir nous rejoindre. Quelques jours plus tard, le téléphone ressonne. Bon, entre-temps, le téléphone a sonné, mais bon, pour les biens de mon histoire, le téléphone ressonne. Et on informe ma mère que, malheureusement, ma grand-mère paternelle est décédée. Nous devons donc rentrer pour ses obsèques, chose qui est normale. Nous rentrons à Conakry, et à l'aéroport, mon père ne vient pas nous chercher, mais jusque-là, ça va, c'est normal, sa mère vient de décéder. Nous sommes dans la voiture et sur la route qui mène à la maison, ma mère remarque qu'il y a beaucoup de voitures. D'ailleurs, trop de voitures. Et elle demande à sa sœur, qui est avec nous dans la voiture, qui est venue nous chercher, elle lui dit en malinké, « Ah, Ndata, Moundekeni, Nkaimi, Ndata, qu'est-ce qui se passe? Où est mon mari ?» Et elle lui dit, « Salé, Imafa, attends, Salé, calme-toi, attends qu'on arrive à la maison. » Nous arrivons à la maison et nous rentrons. À notre grand étonnement, qui nous trouvons assis au milieu de la cour, la défunte, ma grand-mère paternelle, qui finalement n'était pas décédée. C'est à ce moment que ma mère, à l'époque, 35 ans, mère de 4 enfants et jusqu'à là, épouse, découvre qu'elle est maintenant veuve. Son mari, opérateur économique, 38 ans, a été assassiné le 16 août 1993. D'où vient la première étape de la définition du traumatisme, de la résilience, le traumatisme. Et là, moi, on me dit que mon père est mort, qu'il ne reviendra plus. Reviendra plus, oui, reviendra plus, mais il va revenir. Il est peut-être parti en voyage, parce que des fois, quand il part, il revient. Donc à 5 ans, j'essaie de comprendre déjà ce concept de la mort, qui est abstrait, qui est loin, parce que pour moi, quand on part, on revient. Quelques jours passent, et je ne comprends pas, les gens, ils pleurent. De toute façon, comme moi, on me voit, on pleure toujours un peu plus. Je ne comprends pas. J'ai ma tante, la femme de mon oncle, qui vient me voir et me dit « Aïssata, tu sais que maintenant tu n'es plus un enfant, c'est ta responsabilité maintenant de prendre soin de ta mère. » Et là, je me dis « Ah, attendez,
déjà, vous me dites que mon papa, mon meilleur ami, est parti. Je sais qu'il reviendra, mais je ne sais pas quand. Et maintenant, vous me dites que c'est ma responsabilité de ne plus être un enfant, de devoir prendre soin de ma mère. Mais moi, j'aime les défis. Donc je me dis, d'accord, j'accepte cette mission qu'on vient de me donner, mais sans toutefois la dire à ma mère. À partir de cet instant, je décide de ne plus pleurer. Parce que pleurer, c'est de faire comprendre à ma mère qu'elle doit maintenant prendre soin de moi et me consoler. Je comprends que là, maintenant, je suis en train de peut-être vivre, je n'ai pas encore les mots, mais je sais que je vis quelque chose qui n'est pas normal, qu'un enfant de 5 ans a le droit de pleurer quand ses frères et sœurs pleurent. Et ce regard qu'on me lance toujours quand on me voit, moi, on pleure beaucoup plus. Et c'est là qu'à un moment, il y a une tante, des fois, les mots que nous disons aux enfants, nous ne nous rendons pas compte de l'impact que cela peut avoir dans leur vie. On me regarde et on me dit en malinké, je vais traduire, « Il est donc boni, Fala. Allez les mains à Fadam. Tu ressembles à ton père. C'est pas toi qui as mangé ton père. » Et là, encore, 3 épreuves difficiles. 1, mon meilleur ami, il est parti. Je ne sais pas quand il revient. 2, on me dit que je ne suis plus un enfant, je dois maintenant m'occuper de ma mère. Et 3, je suis peut-être la cause de la disparition de mon père. Et là, j'ai peur. Peur que mes frères et sœurs l'apprennent et qu'on me blâme. Et là, je commence à me dire que dans ce cas, si les gens viennent à la maison, ils ne devraient peut-être pas me voir. Je devrais peut-être me cacher comme ça, ils pleureront moins quand ils me verront. Et rassurez-vous, même aujourd'hui encore, les gens qui ont connu mon père, on me voit et on a encore envie de pleurer, mais plus avec les mêmes commentaires. Et c'est à ce moment-là que je me dis, bon, déjà je dois comprendre pourquoi il est parti, comprendre est-ce que c'est ma faute s'il est parti, mais aussi m'assurer de me battre contre toutes ces personnes qui viennent importuner ma mère durant son veuvage. Je comprends que je dois être forte pour ma mère, forte pour mes frères et sœurs, sans pour autant les laisser entendre ces menaces qui pèsent sur moi, que je suis peut-être la cause de la disparition de leur père. Les 5 ans qui ont suivi le décès de mon père, croyez-moi, j'ai pris ma mission au sérieux et j'ai défendu ma mère et j'étais là. Et c'est de là que j'ai forgé ce caractère si fort, ce caractère de la petite fille qui ne se laisse pas faire. Pour ceux qui me connaissent, savent que je suis une personne qui fonce, une personne qui n'a pas peur, parce qu'à un jeune âge, on m'a dit que je n'étais plus un enfant. À un jeune âge, je n'avais pas encore compris le concept de la mort, mais je devais l'accepter. 5 ans plus tard, ma mère a pris une décision, encore au mois de août, cette fois-ci, 1998, de nous amener au Canada. Sa devise, c'était « Le prix de ma vie sera l'éducation de mes enfants ». Nous sommes arrivés au Canada très conscients de la situation dans laquelle nous étions. Nous étions conscients qu'en Guinée, nous avions tout, mais rien n'était parfait après la mort de mon père. Et qu'au Canada, nous devions être plus forts. Nous devions surtout, comme ma mère nous disait, faites tout pour ne pas me faire honte et assurez-vous d'honorer la mémoire de votre père. À cet âge, nous comprenons que nous sommes maîtres de notre destin d'une certaine manière, étant donné que chaque action que nous posons auront des conséquences réelles sur comment ma mère sera perçue dû au fait qu'elle a décidé de prendre ses enfants et nous donner une meilleure vie. Dès l'âge de 12 ans, je commence à travailler. On habitait à Ville-la-Salle et il y avait un journal, Le Messager de la Salle, où on avait des offres d'emploi, vente de chocolat. Donc, le principe, c'était le chocolat coûte 3 $. On vend le chocolat à 3 $, on donne 2 $ à notre employeur, et nous, on gagne 1 $. Nous avons vite compris, mes frères et moi, que malgré le fait que ma mère nous a tout donné, nous n'avons jamais manqué de rien. 3 repas par jour, des habits chauds, un toit. Mais nous avions compris que si nous voulions accomplir certaines choses dans la vie, il fallait que nous prenions le contrôle de notre environnement. Il fallait le comprendre et le maîtriser. J'ai commencé à travailler, comme je vous ai dit, la vente de chocolat et j'aimais pas trop ça. Courir, monter les escaliers en hiver, c'était pas
C'était pas super, donc j'ai décidé de m'auto-promouvoir et de devenir babysitter. Donc, écrire des notes, laisser mon numéro de téléphone en convenant, on arrachait le numéro, on t'appelle, et tu te faisais quand même un peu d'argent, et pour moi, c'était important. Une chose par rapport à ma mère, c'est qu'elle ne nous a jamais, mais jamais jusqu'à aujourd'hui, demandé 1 franc de l'argent que nous faisions. Cela nous a permis d'avoir une littératie financière, pouvoir gérer notre argent, pouvoir gérer nos envies et surtout pouvoir ne pas nous comparer aux personnes qui nous entouraient, parce que les personnes qui nous entouraient, nos amis, avaient tous leur père. Eux, ils allaient faire du shopping dans des super bons magasins. Dites-vous qu'à l'époque, je n'ai que 10, 12, 13 ans. Cette capacité en nous de ne pas se comparer aux autres, étant donné que nous avions la possibilité d'aller chercher ce qu'on considérait qui nous revenait de droit. Donc on a tous commencé à travailler. J'ai jamais arrêté de travailler depuis que j'ai commencé à travailler à 12 ans. Ça m'a permis de payer mes études de cégep. Ça m'a permis de payer mes sessions d'université et mes différents voyages. J'ai eu l'opportunité et la chance d'étudier en Chine pendant une session. J'ai appris le mandarin, aller travailler dans les favelas du Brésil pour pratiquer éventuellement mon portugais. J'ai eu la chance de voyager et aller au Sénégal et construire une bibliothèque dans un milieu rural. Mon expérience du Sénégal aussi est très marquante étant donné que c'était ma première fois de revenir en Afrique après une si longue absence étant donné que ça m'a pris du temps avant de revenir, de pouvoir m'adapter à un environnement qui était tellement différent, une langue que je ne comprenais pas parce que j'étais dans un village sérère, mais j'avais un objectif. L'un des secrets pour moi a été l'adaptabilité, pouvoir m'adapter aux différentes situations, pouvoir m'adapter aux différents environnements, comprendre que je suis maître de mon destin. Plusieurs personnes me demandent « Ah, Issata, comment tu as fait pour travailler Deloitte, EY, Price, Rio, etc. Tu devais être intelligente. » Non, j'étais pas dans les 4 premiers comme Madame Souma. J'étais pas une première de classe, j'étais juste average student. Mais du fait que je savais que, bon, c'était peut-être des fois on ne veut juste pas se pousser jusqu'au bout, mais je savais être organisée, je savais me fixer des limites. Et à chaque fois que j'essayais, pour moi, c'était juste une expérience. D'accord, j'ai essayé, j'ai échoué, c'est pas grave. Maintenant, comment je m'assure de me relever et de faire mieux que j'ai fait hier? Je prenais exemple autour de moi des personnes inspirantes et je m'en inspirais. Je me disais, ah tiens, j'ai envie d'être comme elle. Parce qu'elle a réussi, je peux réussir. Le secret de la résilience, c'est pouvoir comprendre son environnement, se dire qu'on est capable et ne jamais lâcher. Aujourd'hui, vous pouvez voir des personnes et vous dites « Oh mon Dieu, comment elles ont fait pour atteindre ce niveau dans leur vie ?» Elles n'ont fait que travailler. Travailler dur pour y arriver. Se fixer des objectifs. On ne naît pas résilient, on le devient. Certaines fois par les traumatismes, les épreuves difficiles que la vie nous impose, mais nous avons le choix d'être la personne que nous voulons. Nous ne laissons jamais l'environnement ou la société nous dicter qui nous sommes. Plusieurs personnes pensaient qu'on allait échouer, comme ma mère nous a appris. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous 4, nous avons très bien réussi. Pourquoi? Parce que nous avons compris que la vie, aujourd'hui tu as tout, mais demain tu peux tout perdre, mais une chose que tu ne peux jamais perdre, c'est la flamme que tu as en toi. Cette flamme de vouloir réussir, et dans mon cas, ne jamais faire honte à ma mère et honorer la mémoire de mon père. Je vous remercie.